On va vous parler des collectifs d'apprentissage et des interactions qu'on peut observer dans les collectifs d'apprentissage. Donc notre groupe de recherche, là, le Girafe, s'est intéressé aux collectifs d'apprentissage. On a fait pas mal d'analyses là autour, on a dégagé différents axes de travail là autour. Et puis dans cette présentation-là, on va questionner vraiment ces interactions dans les collectifs, la perspective des élèves dans ce collectif et qu'est-ce qu'on fait de cette perspective des élèves, comment est-ce qu'on prend en compte, discute et met en avant pour avoir une perspective qui pourrait être une perspective commune sur certains points en tout cas. Le travail qui a été fait, il est autour de l'entrée dans l'écrit. Donc c'est des collectifs où on est dans il y a une phrase et il y a une entrée dans l'écrit, donc on apprend ensemble à se comporter devant l'écrit et à avoir des outils de la pensée pour faire face à ce défi qui est de lire une phrase. Donc évidemment, on n'est pas dans quelque chose qui est initié par les... On n'est pas dans une activité qui est initiée par les enfants, c'est clairement une activité qui est initiée par l'enseignant. Et puis, c'est une activité qui, par contre, réunit et l'enseignant et les enfants autour d'un même objet de savoir et qui permet de mettre en avant justement ces gestes d'apprendre à apprendre, ces habiletés à mobiliser pour apprendre ensemble et pour apprendre quelque chose sur un savoir précis. On voit dans ces collectifs que c'est l'enseignante qui amène la situation problème, hein, c'est elle qui écrit la phrase au tableau, et puis c'est l'ensemble du groupe qui va résoudre ce problème. C'est-à-dire que ce n'est pas les élèves les uns après les autres qui vont entrer dans ce déchiffrage et cette lecture, c'est vraiment le groupe qui va ensemble construire des habiletés et mettre en avant les différentes perspectives pour pouvoir arriver à déchiffrer. Donc on n'est pas du tout dans une activité individuelle dans un endroit et sur quelque chose de commun, mais on est vraiment dans une co-construction de quelque chose au niveau du collectif où c'est par rapport aux interactions et au dialogue qui s'instaurent qu'on va pouvoir progresser dans cette activité-là. Alors, puisque c'est quelque chose c'est un apprentissage qui est extrêmement long, c'est quelque chose qui est ritualisé, qui a été réalisé une fois par semaine, entre le mois de septembre et le mois de juin, donc on a vraiment quelque chose de longitudinal par rapport à ces prises de données qui montre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on est dans un collectif d'apprentissage au début de cette forme de travail, et puis qui évolue au fil du temps. L'idée aussi, c'est que ce collectif, il est donc ritualisé et il est aussi stable dans la forme, ce qui permet aux enfants d'être dans un environnement qui est sécure et qui leur permet de se centrer sur l'activité qui est proposée et pas d'être déstabilisés en étant même quelque chose qui leur permet de se focaliser sur d'autres éléments que juste le contexte et l'environnement. Il y a évidemment dans ces années-là, puisque c'est des élèves qui sont en maternelle, donc qui ont 5-6 ans, c'est pas, chez nous c'est la maternelle 5-6 ans, et il y a une grande hétérogénéité par rapport au savoir, par rapport à la manière dont on appréhende les savoirs, les connaissances. Donc il est important ici de savoir que toutes ces perspectives différentes, elles se retrouvent dans cette hétérogénéité, et c'est le lieu où justement on les rend visibles, où on peut les faire émerger, où on peut prendre en considération que tout le monde ne pense pas comme moi, il y a d'autres manières de voir, et ça ébranle un petit peu ses propres perspectives et ça permet de mettre toutes ces perspectives au service de comment est-ce qu'on va poser, comment est-ce qu'on va avancer avec ça. Donc cette hétérogénéité elle est extrêmement importante et c'est ça, on peut s'appuyer là-dessus pour pouvoir faire progresser les prises de conscience et les apprentissages des élèves. Pour cela aussi, effectivement, puisqu'on est dans les interactions, c'est vraiment impliquer les élèves dans cette métacommunication qui permet de prendre conscience, de prendre en compte ces différentes perspectives et puis de se situer aussi par rapport à ça. L'enseignant est aussi dans cette
met aussi sa perspective avec celle des enfants et toute cette co-construction qui se passe à ce moment-là. Et puis, c'est aussi une posture de l'enseignant qui doit être explicite. Lui explicite ses manières de faire, il explicite les choses, mais il demande également à l'enfant d'expliciter. Il les met en questionnement, il fait des questionnements méta, et ça leur permet aux élèves de faire des prises de conscience, et puis de mettre des mots, de verbaliser aussi comment est-ce qu'ils ont réfléchi, comment est-ce qu'ils ont pensé, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir dire ce qu'ils ont dit. Donc on est dans cette perspective de co-construction, donc on apprend les élèves, on fait émerger les perspectives des élèves, on fait mettre en mots toutes ces perspectives, il y a des discussions là autour, il y a des explicitations, et qui petit à petit permet d'adopter une perspective commune autour d'un sujet précis. Hein. On est vraiment sur des choses qui se construisent petit à petit. Ce n'est pas non plus des choses qui se construisent de manière rapide, il ne suffit pas de le faire une fois, c'est vraiment quelque chose qui se construit au fil du temps avec ces remises en question et ces perspectives qui bougent un petit peu dans un sens et un petit peu dans l'autre de temps en temps. Donc, l'idée de construire ces perspectives, une perspective commune, c'est justement de donner du sens, de donner du sens à toutes ces activités qu'on met en place avec les enfants. Donc c'est l'occasion de dialoguer, et puis on est vraiment dans des conversations qui sont de type exploratoire, où il n'y a pas un avis qui fait foi, mais qu'on est en train de co-construire ensemble pour que ça ait du sens et que cette compréhension soit accessible à tout le monde. Donc cette co-construction, elle se fait effectivement dans la négociation. On négocie les compréhensions, on reclarifie les compréhensions, et puis on est là autour de ce sujet qui permet d'avoir des éléments pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce qu'on est en train de faire. Je veux juste revenir sur le fait, pour parler un petit peu du jeu de faire semblant, qui est vraiment l'activité maîtresse des 3-7 ans. Et puis quand on est dans cet apprentissage, ce collectif d'apprentissage autour d'un objet d'étude qui est l'entrée dans le monde de l'écrit, on tend plus vers l'activité maîtresse d'après, qui est à partir de 7 ans, qui est l'apprentissage systématique. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu de faire semblant, dans les extraits qu'on va voir, c'est une classe qui joue, qui a aussi des moments de jeu de faire semblant, mais qu'à un moment donné, on parle ensemble d'une activité, on met en place une activité qui est de l'ordre de l'apprentissage systématique pour pouvoir donner des outils, pour pouvoir savoir comment s'y prendre quand on est dans une activité qui devient différente. Donc, on est en train de préparer, alors avec l'enseignant, il n'y a pas du tout d'attente de lecture ou de déchiffrage individuel par rapport à ça sur toute l'année, même sur l'année d'après, mais c'est ensemble, on aborde l'activité suivante, et ensemble, on se donne les moyens de lire le texte qui est écrit. Et il n'y a vraiment pas de pression ni d'attente. Il y a des choses qui se passent, il y a des enfants qui déchiffrent des mots à la fin, ou qui lisent même certains mots, certaines phrases à la fin. Il y a des enfants qui reconnaissent toujours 3-4 lettres, même au bout d'une année de travail autour du collectif d'apprentissage. L'objectif, n'est pas du tout de les faire décrocher la lecture, c'est de leur donner des outils pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend quand on se retrouve devant quelque chose de l'ordre de l'écrit, et qui sera perfectible pour après. Ce qu'on va voir, ce qu'on se pose comme question, c'est comment conceptualiser cette relation de collectif d'apprentissage et la perspective des élèves, puisque dans ces collectifs, on fait émerger ces perspectives, et puis comment est-ce qu'on peut utiliser ces perspectives pour avoir une perspective commune. Et puis, comment est-ce qu'on mène un questionnement collectif pour que chacun puisse avoir sa place dans ce collectif, quelles que soient ses connaissances, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse avancer et que tout le groupe puisse avancer. Pas individuellement, mais que tout le groupe puisse avancer. Alors, on voulait vous passer un film qu'on a pris qui est plutôt en fin d'année, sur le mois de juin. Donc les élèves ont déjà vécu 20 collectifs autour de cette activité d'entrer dans l'écrit. Et puis, on voit bien ici, on voit que ils ont
eu l'habitude de s'interroger, de parler, de mettre en mots la manière dont ils ont réfléchi. Bon, là, on est dans une situation où les données ne sont pas prises dans une perspective de recherche, on est dans une situation de classe ordinaire. Donc l'intention qui était derrière, c'était de documenter une pratique pour pouvoir l'expliquer, la comprendre et éventuellement la transmettre. C'est comme ça que ça s'est construit. En référence notamment à Pramling, parce qu'on a essayé d'analyser ces collectifs dans différentes manières, chez les Pramling, ils expliquent bien que l'enfant doit apprendre à identifier qu'il a une perspective, que d'autres ont d'autres perspectives, il doit apprendre à changer de perspective, elle parle de variation, en référence à Marton où elle dit que la théorie de la variation c'est pour les grands et que pour les plus petits c'est la variation des perspectives qui est fondamentale. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de retourner dans ces extraits de films. Et puis là, dans l'extrait qu'on vous a montré, il me semble qu'il y a trois types de situations de jeu avec ces perspectives. Le premier autour du C, où on a une enseignante une élève qui sait en tout cas agir, la performance est adéquate, elle dit c'est écrit C. On ne sait pas si elle a reconnu l'ensemble, on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'elle le dit juste, que la performance est adéquate. Donc, l'enseignante fait expliciter le processus, elle lui fait expliciter pourquoi, qu'est-ce qui lui permet de dire que c'est un C. Donc elle fait expliciter une élève pour que tout le collectif puisse avoir accès à ce qui se passe. Et quand on parlait de posture d'ignorance, ben, typiquement là, c'est pas une posture ignorante, elle pose la question comme si elle ne savait pas pourquoi c'est écrit C, mais elle ne choisit pas par hasard cet élément-là, puisque c'est un élément qui est particulièrement problématique dans l'apprentissage de la lecture, et que probablement elle fait aussi l'hypothèse que les élèves sont à un stade où ils sont capables de l'entendre et qu'ils ont besoin de l'entendre par rapport à l'apprentissage de la lecture. Donc c'est pas une vraie ignorance, c'est une posture où elle fait dire quelque chose comme si elle ne le savait pas, mais parce qu'il y a tous ces enjeux didactiques derrière. Donc là, on est plutôt du côté de faire expliciter une perspective pour que les autres puissent y accéder. On est dans une interaction avec une élève, sauf à la fin, où une autre élève vient à l'aide, puisque la petite qui est debout, elle sait dire que c'est écrit C, mais elle n'arrive pas à expliquer, c'est Amanda qui vient d'aider. Après, on a un deuxième petit bout sur le point d'interrogation où ça ne pose pas de problème, puisqu'ils savent tous. Ils répondent tous que c'est un point d'interrogation. Et là, il y a juste une petite précision qui est demandée au groupe. Et puis, on a deux explications. Un qui dit c'est un peu une devinette et l'autre qui dit c'est une question. Et ensuite, on a une troisième forme de travail qui est aussi, où là, on est plus dans quelque chose d'intersubjectif au niveau du groupe, à propos du point d'exclamation, puisque là, on fait appel à beaucoup d'élèves pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un point d'exclamation. N'est pas du tout dans le même type d'exigence, puisqu'on n'est pas dans le déchiffrage, on est dans la définition d'un symbole. Et là, il y a au moins 4 ou 5 élèves qui interagissent pour essayer de se mettre d'accord. On est vraiment dans la négociation de différentes perspectives pour conduire à... Là, dans ce champ-là, je vois perspective, si j'ai bien compris Pramling, comme le point de vue qui est porté sur un objet. Et puis c'est la recherche d'un point de vue qui est commun, qui est le même pour tous. Donc on négocie le sens pour que tout soit derrière le point d'exclamation le même élément. Et puis on a aussi de nouveau différentes pistes qui s'expriment, puisque pour une ça veut dire à dire fort, pour d'autres s'exclamer, enfin, etc. Donc très, très rapidement, on a des petits exemples de ce que c'est que de faire émerger, dialoguer des perspectives. Juste pour expliquer par rapport au groupe, là on a essayé dans l'équipe de modéliser finalement la boucle de l'apprentissage. Et là ce qu'on voit, c'est que dans un collectif comme celui-ci où il y a de la lecture, peu importe la progression des différents élèves, puisque certains sont juste en train de s'imprégner, certains imitent, peut-être que celui
la semaine précédente. Certains arrivent à faire avec l'enseignante ou avec le groupe, certains s'entraînent déjà à faire seuls puisqu'ils peuvent prendre le lead, certains sont déjà en train de réinvestir des choses qu'on a appris, et du coup on a un collectif où les élèves peuvent trouver leur compte à tous ces degrés-là. C'est pour ça que c'est pas important que certains sachent tirer et d'autres pas. On aurait pu convoquer le concept de forme finale aussi. Pour certains, c'est juste de l'imprégnation. On est encore très loin d'entrer. Mais c'est à la fois une imprégnation par rapport à la lecture, mais c'est aussi une imprégnation par rapport à ce que c'est que apprendre ensemble dans un collectif à l'école. Voilà, alors ça permet justement de verbaliser, d'identifier des perspectives, d'essayer d'adopter d'autres perspectives, de les négocier, de les faire dialoguer, temporairement d'avoir une perspective commune. Je pense que ces perspectives communes sont toujours très temporaires. C'est un moment par rapport à un processus. On n'avait pas le temps, mais quand on discutait avec lui, on se disait qu'on aurait pu dessiner comme avec les espions tout à l'heure, mais avec plein de chemins, puis par moments il y a des moments où c'est ensemble et puis ça repart pour reconfigurer finalement chacun sa propre perspective. Voilà, alors en termes de questions, on se demandait la première question, qu'est-ce que ça nous informe sur le groupe et sur les individus? Et en même temps, c'est une question qu'on pourrait formuler autrement. C'est très difficile d'accepter que parfois c'est la perspective d'un groupe, c'est le processus d'un groupe, c'est la performance d'un groupe, et c'est très difficile de lâcher l'idée qu'il faudrait identifier pour chacun ou qu'il faudrait identifier la performance. Et ça pose problème quand on propose ce genre d'activité à des jeunes enseignants, c'est que s'ils partent avec l'idée qu'il faut qu'à la fin ils vérifient que chaque élève est capable d'avoir progressé dans la lecture, il y a tout qui s'écroule. C'est le groupe qui doit progresser. Donc c'est toute cette difficulté finalement à prendre en compte la perspective d'un collectif cette fois-là. Du coup, ça pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il faut avoir du côté de la personne qui cherche ce collectif comme outil, que ce soit des connaissances, des gestes, des postures? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir justement générer ce